Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de Baby Reindeer, Mon Petit Renne, qui est une nouvelle série qui vient de sortir sur Netflix. Honnêtement, dès qu'il y a une série qui me plaît, je suis toujours hyper pessimiste et je me dis qu'aucune autre série n'arrivera à me faire ressentir autant de choses que cette série ou ce film que j'ai vu. Et puis, comme d'habitude, il y a des exceptions et Baby Reindeer est une exception. Je sais vraiment pas comment ça va finir. J'ai l'impression que l'un de nous deux va devoir mourir. Et vous dites que cette femme vous harcèle. Ouais, depuis un bout de temps. 6 mois, peut-être. Pourquoi vous n'êtes pas venu le signaler plus tôt? Elle a besoin d'un psy. Elle débarque à mon travail, elle se pointe chez moi, elle m'envoie des mails sans arrêt. Elle a proféré des menaces contre vous? Oui. Je ne dirais pas que celui-ci est particulièrement menaçant. Comme vous, quand j'ai vu la pub sur Instagram la première fois, je me suis juste dit bon bah ok, c'est juste une autre série comme You, et comme il y en a des dizaines et des milliers qui parlent de Stalking qui vient de sortir, elle est déjà 5e dans le top et je me suis dit ok, vas-y, je vais m'y lancer. Dès l'introduction, dès les premières minutes, je suis restée scotchée et je me suis fait l'entièreté de la série qui est 7 épisodes de plus ou moins une moyenne de 30 minutes en une soirée, d'une traite. Que ce soit les plans, le montage, le jeu d'acteur, le scénario, les musiques, les éléments s'enchaînent en fait et c'est super captivant. Et surtout, terriblement humain. On ne peut pas se décoller en fait de l'écran, on a besoin de savoir un peu maladivement ce qui va se passer et s'il y a une fin et quelle est cette fin. C'est une série quand même à narration. On va avoir le personnage principal qui va nous raconter un peu tout ce qui se passe dans sa tête tout au long et qui reste avec nous et qui nous aide vraiment à comprendre un peu mieux les situations qu'il vit et surtout qu'est-ce qu'il pense. Un peu toujours comme cette voix que l'on a dans nos têtes en fait et qui nous dit à longueur de journée des trucs hyper contradictoires. Présenter les personnages, donc on a Richard Gad qui joue du coup Donnie et on a la stalkeuse qui s'appelle Martha. Ce qui m'a plu dans cette série, c'est vraiment le côté vrai, le côté humain, le côté que cette personne, ça peut être toi, ça peut être moi. Donnie, c'est vraiment, il fait des erreurs et en fait, on va en parler un petit peu après, c'est un peu comme un anti-héros qui va être là, qui fait des erreurs, qui n'est pas parfait, fait du bien et c'est rafraîchissant en fait de savoir ça. Il va être traumatisé et le trauma va être présent avec lui. Et même par exemple dans la série You, pour faire des comparaisons un peu bêtes, on a un personnage principal qui fait des erreurs mais il est un peu récompensé en fait, il est absolument pas traumatisé par ce qu'il fait. Et sans oublier qu'on parle aussi de sujets très sensibles, dont les agressions, donc le harcèlement, la transphobie, la dépression, les drogues, les addictions. Donc voilà, donc ça c'était la partie plus ou moins sans spoil, donc à partir de ce moment-là, faut pas continuer, je suis vraiment désolée, mais à partir de ce moment-là, je vais spoiler un peu l'histoire. S'il y a des gens et que vous voulez pas être spoilés, oui. Donc, comment la série arrive à nous délivrer des personnages aussi humains? L'histoire vraie derrière le film. Au début, nous avons bien, c'est tiré d'une histoire vraie, donc jusque-là tout va bien. À la fin, un peu mis mal à l'aise parce que le personnage principal retournait voir ses bourreaux, pleure, il est vraiment pas bien, il a compris des choses mais la fin se boucle un peu comme le début et on se demande si lui à son tour il va faire encore des bêtises. C'est l'histoire de l'acteur Richard Gad, c'est bien son histoire, il a écrit et joue dans sa propre série et encore une fois ça m'a apporté un level de waouh, parce que vraiment il joue d'une manière tellement naturelle. Ça m'étonne pas du tout que ce soit lui, mais en même temps j'étais étonnée. C'est rare en fait de voir ça au final dans des séries connues en fait. Comme en interview, il le dit lui-même, ça permet de faire sa catharsis. I've gone through some pretty bad things, stalking and stuff that probably can't discuss at this time. But I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes and just getting it all out there. And I achieved a sort of acceptance around them. And those shows took off in the Edinburgh Festival. Went to London and just it built and built and built, and then Netflix came to me and were like, "Do you want to make this into a series?" It just snowballed and snowballed. Donc, dans la série, nous voyons un Donnie qui essaie d'être comédien, comme dans la réalité, et on fait des stand-up de comédie qui sont sur YouTube et qu'on peut encore retrouver maintenant. Ils existent pour de vrai. Called her Adolf after Adolf Hitler. I'm joking, God!
She's 3 months old. Pour qui du coup a vu la série, il fait vraiment des parallèles. Ce jeu qui s'appelle l'anti-comédie où il prend un carnet et il lit en fait comme s'il avait oublié ce qu'il devait dire en comédie. Ça aussi qu'on trouve en fait dans la vraie vie, dans ce qu'il a fait. Très émouvant au final qu'il nous partage avec autant de sincérité et en nous montrant ses erreurs en fait. Il y a quelques années, du coup, il a commencé à faire du stand-up en fait en utilisant son histoire. Même cette interview-là. I'm Richard Gard. I'm a writer-performer. I've written a show called Baby Reindeer, which is going to the West End soon, so very excited. Baby Reindeer is an autobiographical play. It's a theatre piece that I've written about the last 10 years of my life. The basic story is that I offered a stranger a cup of tea, and how that one act of kindness evolved into almost a decade of relentless stalking and harassment. Et du coup, à la fin, il y a quelqu'un de Netflix qui l'a retrouvé et lui a proposé de l'emmener en fait à l'écran, tout simplement. Du coup, il a dit oui, et il a écrit le scénario et il joue dedans, et bon, vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce qui rend ces personnages réels? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamique méchant-gentil. Que l'on retrouve quasiment dans toutes les histoires de stalking en fait. Donc comme dans la plupart des histoires qu'on est habitué, mais surtout avec Disney ou dans les histoires européennes, etc., on a toujours un méchant et un gentil. Au Japon, etc., les Miyazaki par exemple, j'ai vu que du coup il n'y a pas forcément de méchant et de gentil, il y a beaucoup plus de sfumatu, il y a beaucoup plus de dimensions en fait aux personnages, et souvent les considérés méchants deviennent plus tard gentils et on comprend pourquoi ils ont été méchants. Donc c'est insufflé ici, surtout parce qu'il prend part de la vie réelle, donc en fait il n'y a pas de méchants ou gentils, en fait c'est des gens qui vont avoir de bonnes ou de mauvaises décisions, et c'est vraiment accentué en fait dans la série. Et je pense aussi qu'en fait, on a un problème de cette dimension, parce que du coup, nous, on a quand même grandi avec, il faut un méchant et un gentil. Dans la série, nous n'avons pas cette dynamique, et du coup, à mon avis, le personnage principal se demande sûrement si Martha n'est pas méchante, du coup, c'est moi qui dois l'être. Et cette histoire de stalking, c'est vraiment une suite de mauvaises décisions au final que lui, il prend. Voilà, admettons qu'on travaille dans un bar, il y a une dame assez âgée et qui commence à pleurer et qui dit ne pas avoir assez d'argent pour acheter, pour rien acheter, ni un cocktail, ni rien. Qui ne lui donnerait pas en fait une tasse de thé? Pourtant, c'est juste le simple geste qui va en fait lui attirer une descente aux enfers. Parce que d'une part, notre Martha, l'harceleuse, elle arrive en fait dans un moment de sa vie où il avait extrêmement besoin que quelqu'un lui donne de l'attention. Et justement, Martha, elle vise bien, elle lui dit exactement toutes les choses que lui aimerait en fait entendre, qu'il est beau, qu'il est intelligent. T'as des mains vachement masculines, une mâchoire saillante, tu veux pas qu'on s'échappe quelque part? C'est la seule aussi à rire de ses blagues. Vraiment, Martha représente en fait tout ce que lui désire. Pourquoi Martha arrive à autant chanter dans sa vie, dans ses besoins. Dans la série, on va voir aussi les traumatismes et les impacts que cela a sur une vie. Les gens qui n'ont jamais vécu ce genre d'expérience, on pourra jamais forcément réellement comprendre, parce que tout le monde vit des événements traumatiques de différentes façons. On voit vraiment au début le personnage de Donnie qui est totalement perdu dans sa vie, qui a perdu sa copine, qui est partie. On ne comprend vraiment pas pourquoi au début en fait il continue à alimenter un peu ce que Martha lui fait comme blague et tout, un peu limite. Mais ensuite après on a cet épisode 4, mieux. Dans quel état d'esprit en fait Donnie était. Au début de la série, il sortait d'une relation de Romy, scénariste assez connu qui l'avait découvert et qui par plusieurs moyens a réussi à instaurer de la confiance et lui a promis monts et merveilles qu'il allait pouvoir écrire pour une série que lui adore. Et il allait chez lui, il faisait du travail pour lui. Les gens, ce monsieur lui faisait prendre des drogues, et pendant que lui était dans un état second, ce monsieur l'a touché jusqu'à arriver à un viol. Pourquoi on en parle? C'est parce qu'on parle de l'impact que cet épisode a eu sur sa vie. Comme il le dit aussi dans la série, vont lui faire attirer en fait à lui des personnes totalement cassées, comme Martha, des personnes qui voient qu'il est cassé. Quelqu'un t'a fait souffrir, c'est ça? C'était qui?
Martha, Donc en fait, Donnie venait de perdre sa copine parce que sa copine ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait plus avoir une sexualité avec lui, ce que nous on comprend, mais lui n'en a pas parlé avec elle. Martha arrive à ce moment-là où il a tout perdu en gros et tout, et du coup bah lui il est en mode bah oui, trop bien, j'ai finalement quelqu'un qui me comprend. Donc dans la vraie vie, l'acteur dit d'avoir fait plusieurs années de psy aussi pour passer au-delà aussi du stalking, qui est quand même un stress incroyable, qu'il avait dit quelque part. Il a reçu plus de 41,071 emails, 350 hours of voicemail, 744 tweets, 46 Facebook messages, 4 fake Facebook accounts, 106 pages of letters, and 1 cup of tea. Après ce genre d'agression, nous ne sommes plus forcément la même personne, en fait, on évolue et ça nous lie un petit peu à notre agresseur parce qu'on se dit bah oui, avant cette agression, bah je n'étais pas la même personne. De faire le deuil en fait avec le moi perdu. On fait le deuil aussi de cette relation toxique et en fait on devient un peu addict à cette illusion qui nous faisait tant être bien, parce que du coup dans son cas de Donnie, le scénariste lui disait qu'il était quelqu'un d'incroyable, qu'il avait du talent, qu'il allait aller loin, du grooming hein, tout simplement. Il est addict à cette illusion et c'est ce qu'il a fait en fait repartir à chaque fois le voir. Donc en fait, nous avons aussi une Martha qui va lui faire revivre exactement la même chose. Elle va lui dire qu'il est beau, etc. Donc que lui continue dans son délire à elle, en fait, elle va être gentille, calme, etc. Mais dès que lui va faire des choses qui ne sont pas en rapport avec ce que elle veut, bah en fait, elle va juste exploser de colère parce que Martha a des soucis mentaux. Et c'est intéressant dans la série, c'est qu'on a plus l'habitude de voir des femmes qui se font harcelées, des femmes qui se font agresser. On a rarement un homme en fait mis en avant qui vit tout ce genre de choses. Et même lui en fait dans les médias il a dit que on le prenait pas du tout au sérieux, du coup que ce soit l'harcèlement, que ce soit le viol. La police a mis 7 ans avant de prendre au sérieux les déclarations d'harcèlement parce que vu que c'était une femme, pour eux en mode c'est rigolo, c'est sexy un peu, bah non pas du tout en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi et qui rendait aussi les scènes très vrai, c'est qu'après, du coup, une scène d'attouchement, de viol, nous montre la sidération. Et la sidération, du coup, c'est une des choses qui arrivent après avoir vécu ce genre de traumatisme. Et du coup, aussi, toutes les étapes qu'il a après ce viol sont hyper réelles, en fait. Et encore une fois, pas forcément pris en compte, en fait, dans les séries. Là, c'était vraiment bien fait, parce que du coup, on a eu un moment de sidération, un rapport humain, en fait, de survie, ne pas bouger, en fait. Et c'est là, donc, en fait, tu subis et tu pars un petit peu de ton corps et regardes la scène sans pouvoir rien faire parce que tu te sens en fait en état de menace de mort. Après la sidération qui se passe pendant l'acte, il a eu un arrêt total de la sexualité avec la personne qu'il aimait, ce qui l'a poussé du coup à splitter. Aucune sexualité, le dégoût. Il y a la phase de hypersexualisation, donc je dis pas que pour tout le monde c'est pareil, mais pour beaucoup de gens c'est ce qui se passe. Une hypersexualité, du coup une perte aussi d'identité, que ce soit la sienne ou sexuelle, donc on va le voir aussi des femmes, des hommes qui n'arrivent pas en fait à se trouver dans la sexualité, il n'a plus sa place ni son corps qui lui appartient. C'est assez complexe dans sa tête, mais encore une fois on est accompagné en fait en voix off et du coup on comprend toutes les étapes, c'est ça qui est très intéressant. On n'est pas cette personne, on peut pas savoir ce qu'il ressent, mais au moins comme ça, l'analyse est faite en direct. Dans mon analyse quand même, je me permets de faire un rapprochement avec le syndrome de Stockholm, relation avec Martha et le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm n'est pas forcément que pour kidnappeur, mais aussi dans les relations interpersonnelles, familiales, aussi je pense dans les situations de stalking. J'ai trouvé des informations pas mal intéressantes sur le syndrome de Stockholm que je vous ai mis en lien. D'abord du coup nous avons un Donnie qui ne se rend pas forcément compte de la gravité, il décide donc de l'ignorer. Il va décider de continuer en fait cette relation et comme le dit si bien un personnage, Je pense qu'au fond, ça te plaît. il aime cette attention que Martha porte sur lui. Il comble en fait son vide et son besoin d'attention. Dans le sens que elle lui envoie 1 milliard de messages. Ce qui est aussi très intéressant niveau montage, c'est que la série est ponctuée par des petits messages que Martha lui écrit, qui commentent en fait un petit peu tout ce qui se passe dans la série, et des fois c'est très drôle parce que c'est mal écrit, les petites touches rigolotes de la série. Le personnage aussi de Donnie comprend que Martha est quand même malade et instable, et c'est ça qui lui fait dire mince la pauvre, pas envie de casser son délire parce que d'une part il a peur mais en même temps il ne veut pas la blesser. Quand lui n'a pas de message de Martha, ça lui provoque de la peur et de l'insécurité
comme du coup encore une fois dans ce syndrome de Stockholm, parce qu'au moins quand lui il a des messages, il sait qu'il n'est pas forcément en danger, mais quand il n'a pas de message, il ne sait pas si elle est en colère, parce que du coup dès qu'elle envoie un message, Denis maintenant comprend si elle est en colère, si elle a besoin d'attention, si elle est triste, et du coup il peut appréhender un petit peu la situation, alors que quand il n'y a pas de message, il ne peut pas le faire. En vrai, cette Martha, elle a quand même pas mal de techniques de manipulation. L'acteur encore, la défend encore aujourd'hui en disant que elle est malade mentale et que du coup c'est juste la société ne l'a pas aidée, donc c'est sûrement vrai. Mais cette Martha, elle était quand même stalkeuse professionnelle et du coup savait toutes les techniques pour éviter d'avoir des problèmes avec la police, donc elle va même jusqu'à en fait avoir enregistré toutes les interactions qu'ils ont en fait depuis le début. Elle a forcément des enregistrements où il dit des choses un petit peu compromettantes. Et en fait, ce qu'on peut aussi pour moi faire en parallèle avec Martha, c'est qu'un peu ce qu'elle fait, c'est un peu du love bombing à son extrême. C'est une technique de manipulation pour les gens, pour les rendre addicts. Ça rend addict et c'est reconnu. C'est une technique de manipulation reconnue. Denis n'en prend que des mauvais. Mais encore une fois, qui sommes-nous pour juger? Personne. L'erreur du personnage, donc il en fait plein. Mais vraiment, il ment, il la suit à un moment donné, le stalker devient le stalker. Il essaie de la piéger à un moment donné pour avoir des preuves de la police, sauf qu'elle l'a enregistré, du coup ça c'est des fautes. Il retombe dans les addictions, il va voir les personnes qui lui ont fait du mal. Toujours en fait trouver une excuse, même dans la série, il trouve toujours une excuse à ce que fait Martha, toujours, sans se rendre compte en fait qu'elle peut être vraiment dangereuse. Et c'est que le regard extérieur qui à chaque fois remet les pendules à l'heure. Que quand Martha agresse sa copine, qu'il va aller déposer plainte, il va finir les procédures de restriction d'harcèlement, etc. que quand Martha menace ses parents. Une scène où il était en finale, au lieu de jouer, en fait, faire le comique, il va juste tout lâcher, tout raconter, et du coup ça c'est plutôt une catharsis aussi dans la série pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et en fait il va devenir célèbre grâce à cette vidéo, et dans la série ça va durer très peu ce moment où il est heureux de sa célébrité, et il va retourner en dépression. Ça forcément était là à le guetter le moindre erreur, et il fait l'erreur incroyable de laisser son numéro sur un site où Martha maintenant peut l'harceler, il le traite comme si c'était de sa faute, sa copine le laisse, Martha dit que c'est lui, la guiche, la mère de son ex le jette de sa maison, et renforce en fait la culpabilité que le personnage ressent déjà en fait à cause de ce qui lui est arrivé. Quelle maladie mentale aurait, à votre avis, Martha? Martha, elle nous fait tourner en rond. Tout d'un coup, elle est toute mignonne, gentille, elle pleure, on a vraiment envie de l'aider. Et la seconde d'après... Martha, tu peux me lâcher la main, s'il te plaît. Martha, lâche-moi! Non, je suis pas d'accord! Elle explose, elle tabasse tout le monde, enfin, on sait vraiment jamais sur quel pied ça va tourner. Ce qui fait que Tony a forcément peur d'elle. Mais en même temps, on a beaucoup d'empathie. On a cette ambivalence extrême avec ce personnage, où on ne sait pas en fait de quel côté on va pencher. Est-ce que on va être hyper empathique avec elle, ou est-ce que d'un autre côté, bah, elle fait super flipper. Du coup, elle nous fait basculer dans des émotions très contradictoires. Et en fait, dans le premier épisode, on voit vraiment un personnage un peu narcissique, mégalo, qui s'invente un peu une vie, donc peut-être un petit peu mytho, mais qui est au final un peu inoffensif. Et c'est que vers la fin de cet épisode, elle aimerait que les gens aient une zip et qu'elle puisse les ouvrir et se mettre à l'intérieur, que forcément, elle le dit avec un tel sourire que ça fait vraiment froid dans le dos, et c'est à partir de là qu'on se dit « Oula, il est sûrement peut-être en danger le Donnie », et lui, en fait, il réagit pas trop, il rigole. Dans tout ce qui est asile, les psychologues conseillent de jouer le jeu des psychopathes pour éviter de l'énerver. Donc on est vraiment, je pense que Donnie peut-être aussi, il a ce côté-là sûrement. Donc forcément, oui, pour moi, elle est narcissique, parce que dans plusieurs épisodes, elle dit à plusieurs reprises qu'elle est la plus belle, que les gens ils doivent être fous pour ne pas l'aimer, etc. Elle a peut-être du borderline aussi avec ses excès de colère, ce fait que ça c'est favorite personne en fait, qui va être obsessionnelle compulsive sur lui, mais d'une façon vraiment très maladive, donc borderline, peut-être narcissique, plus, quoi. Avec des autres problèmes qui se rajoutent. Et malgré en fait tout ce dynamique qu'elle est malade, elle sait très bien ce qu'elle fait parce qu'elle enregistre tout, elle sait très bien comment manipuler la police pour que
ce qu'elle fasse soit légal pour continuer le maximum de temps. À la fin, elle va en prison. Pas beaucoup, mais elle y va. On a le personnage de Terry, qui est la femme transgenre. Bon, sûrement c'était, je ne sais pas si c'était intentionnel ou non, parce que forcément ça prend des éléments qui étaient vrais, mais on ne sait pas jusqu'où. Donc grâce à une interview, je sais qu'elle a existé. Mais après, si effectivement elle était pareille ou non, on ne le saura pas. Dans la série, elle est psy. Regard de vue du coup extérieur sur le monologue de notre personnage principal qui est totalement perdu. Il se sent super bien avec elle, mais comme il est dit dans l'épisode 4, ça le tue de savoir que s'il n'avait pas vécu ce qu'il a vécu épisode 4, il ne serait sûrement pas intéressé par cette personne. C'est en fait des pistes sur les questions d'identité, de reconstruction en fonction de ce que l'on vit. Brièvement, je vais vous parler des parents. Ils sont hors de la toile. Son père a une grosse gueule, n'apporte pas forcément beaucoup de soutien dans sa vie, mais jusqu'il était vraiment super bas. On apprend que son père avait vécu la même chose. Vraiment, vers le dernier épisode, un réconfort que on a besoin après tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et par exemple, du coup, Martha va aller du coup harceler aussi ses parents. Par téléphone, en fait, il va accuser son père d'être pédophile et son père, il va dire « Ah ben oui, j'ai un camion d'enfants qui m'attend dehors ». Forcément, ça rapporte des côtés aussi un petit peu drôles, ce personnage du père. Du coup, au final, leur relation devient très très touchante. Les derniers, nous avons son ex-copine avec sa mère. Et là, forcément, son ex-copine, à la fin, elle va pas s'excuser, mais elle va lui dire de revenir habiter dans l'appartement. Donc la fin aussi, super intéressante parce que ça aurait pu finir, il était devenu famous, ça aurait pu finir comme ça. Et ben non, comme dans la vraie vie, il finit dans une note quand même de désespoir. Vraiment pas bien. Après tout ce qui s'est passé, il a passé des heures et des heures en fait à écouter les messages vocaux de Martha pour essayer d'en trouver un qui soit préjudiciable pour la police, pour expédier et dire voilà, elle m'a menacé. Donc ça marche, il en trouve un et tout. Mais une fois que Martha est en prison, il continue incessamment à écouter. Donc le montage est super dynamique, on a des plans vraiment intéressants, je trouve, on s'ennuie pas, en tout cas ça s'enchaîne. Et il nous met vraiment dans la tête du personnage. Le personnage comique que l'on a, c'est quand lui, il est sur scène. En fait, en partie, en parallèle, en fait, ce qu'il vit. Il est sur scène, il est habillé en clown. À un moment donné, il va raconter sa vie de mise en abîme, je trouve. Scène favorite, c'est la scène du breakdown. C'est la scène où il est sur scène et il pète un plomb et il va raconter toute sa vie. Je trouve qu'il raconte sa vie avec des choses vraiment qu'il a eu peur de raconter, que ce soit à ses collègues de boulot qui sont très beaufs, que ce soit à sa famille et tout, et vraiment juste exploser en fait sur scène en racontant tout à un public absolument pas réceptif parce qu'ils étaient là pour le voir jouer en fait. Et comme dans la vie en fait, pour moi ça fait vraiment un parallèle, vit des choses et que les gens n'ont même pas l'idée de ce que c'est et qui n'en ont absolument rien à foutre non plus. Aussi la non-réaction des personnes face à des vrais problèmes de la vie. Après, comme certains disent que c'est une comédie, moi je trouve pas forcément que c'est une comédie. C'est pas mal, mais j'ai pas beaucoup rigolé avec les blagues, quoi. Moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, par d'éléments d'actualité, minorité, de se sentir perdu. Elle m'a profondément touchée, j'ai fait une crise d'angoisse à la fin quand je l'ai vue. Déjà dans ma vie du coup, vu qu'émotionnellement et ce qui s'est aussi passé dans sa vie ressemble vraiment à ce que j'ai pu vivre. Bon, pas pour la drogue, mais voilà. Je savais que la culpabilité a été présente et je la vis tous les jours, mais il y avait toujours quelque chose que je n'arrivais pas forcément à mettre la main dessus, qui m'empêche de dormir toutes les nuits depuis beaucoup d'années. Et c'était en fait le sentiment de manque vis-à-vis de son agresseur, de manque qu'il nous montre, surtout du coup à l'épisode 7, le fait qu'il réécoute en boucle tous les trucs de Martha après que ce soit fini. Le procès, il réécoute, et c'est la seule qui vraiment le comprend, dans sa tête en tout cas, et je trouve ça super intéressant et ça m'a vraiment mis le point sur un sentiment que j'osais pas dire, c'est que ces gens nous manquent. La douleur, ça nous rend en fait addict à cette illusion qu'on avait c'était parce que ces personnes, bien que toxiques, nous apportent en fait en nous disant qu'on est incroyable, qu'on est les plus belles, qu'on est les plus intelligents, blablabla, bla. Et en fait, on s'accroche tellement à cette illusion de comment on se sent avec eux, que même quand on le vit, on a un peu cette sensation, bah oui, c'est une illusion. Je ressens ce manque en fait de cette illusion de me dire que tout ira bien, et cette fausse confiance en moi que ces personnes me donnaient. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ma première vidéo d'analyse. Cette série m'a beaucoup touchée, et comme vous pouvez le voir, je m'identifie beaucoup. Je suis
très reconnaissante qu'il ait fait cette série, qu'il nous ait partagé sans honte en fait, qu'il a pu vivre, de ne pas avoir eu peur de dire ses erreurs qu'il a fait. Et ça m'a beaucoup réconfortée. Et du coup, ça me fait très plaisir de le partager avec vous aujourd'hui.